féru de partage. Content de vous retrouver. Voilà, alors, excusez-moi, j'avais oublié qu'il fallait des micros, et c'est vrai que c'est mieux quand même avec les micros. On commence tous à perdre un peu l'ouïe. Très bien, mais ce soir, on a quelques beaux textes en perspective. Je vais directement laisser la place à ceux qui se proposent de partager leur coup de cœur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Allez. Alors, il y en a toujours un qui doit passer le premier, et cette fois, rien que pour l'embêter, c'est Anne. Anne fait la veille. Où est-ce qu'elle est ? Voilà, ça t'apprendra. Je m'en fous, je viendrai plus. Voilà. Alors, Anne, comme d'habitude, elle va nous sortir un manifeste de quoi ? De la chanson, évidemment. Oui. Voilà, donc... Un petit texte de Guy Béard, dont j'aimais beaucoup la poésie un petit peu à côté. Toujours un petit peu à côté, mais très poète. Voilà. Attends, Ça, je vais ça... régler. Vas-y, pour voir. Oui, ça va, c'est parfait. Ça s'appelle dans regrettable. Dans regrettable, il y a regret, il y a table, il y a blé. Est-ce le nom de ceux qui n'ont rien à se mettre dans le rable ? Dans regrettable, dans regrettable. Dans regrettable, il y a grès, au lieu de sable desséché. Est-ce le seau, tout gorgé d'eau, baignant la soif qui nous accable ? Dans regrettable, dans regrettable. Dans regrettable, il y a été, il y a étable, il n'y a pas lait. Quel est le seau qui a versé tout le lait, perte irrémédiable ? Dans regrettable, dans regrettable. Dans regrettable, il y a râlé. Dressons la table pour bramer, à pleine voix, à pleins avoirs, car nous avons tiré le diable. Dans regrettable, à pleine voix, à pleins avoirs, car nous avons tiré le diable. Dans regrettable, dans regrettable. Je peux la toucher si tu veux. Non, ça va, je peux. Au début, on m'a dit la petite. C'était normal. Puis, on m'a dit ma chérie. Moi, ma chérie, c'était l'amour. Puis, on m'a dit madame. Madame. On m'a dit aussi moi, madame. C'était la reconnaissance. Puis, on m'a dit maman. Oh, moi, maman. C'était toute la tendresse du monde. Puis on m'a dit tout doucement, ma vieille. Gentiment. À moi, c'était vrai. Enfin, on m'a dit Hélène. C'est bizarre. Simplement bizarre. C'est qui? Je me connais si peu. Oui, La vie devant soi. La vie devant soi. Donc, j'avais lu des extraits de La promesse de l'aube. Et là, c'est Momo qui parle dans La vie devant soi. On parlait surtout le juif et l'arabe entre nous, ou alors le français quand il y avait des étrangers, ou quand on ne voulait pas être compris. Mais à présent, Madame Rosa mélangeait toutes les langues de sa vie et me parlait en polonais, qui était sa langue la plus reculée, et qui lui revenait, car ce qui reste le plus chez les vieux, c'est leur jeunesse. Enfin, sauf pour l'escalier, elle se défendait encore.
mais ce n'était vraiment pas une vie de tous les jours avec elle, et il fallait même lui faire des piqûres à la fesse. Il était difficile de trouver une infirmière assez jeune pour monter les 6 étages, et aucune n'était assez modique. Je me suis arrangée avec le maout, qui se piquait légalement car il avait le diabète, et son état de santé le lui permettait. C'était un brave mec qui s'était fait lui-même, mais qui était principalement noir et algérien. Il vendait des transistors et autres produits de ses vols, et le reste du temps, il essayait de se faire désintoxiquer à Marmottan, où il avait ses entrées. Il est venu faire la piqûre à Madame Rosa, mais ça a failli mal tourner, parce qu'il s'était trompé d'ampoule et il avait foutu dans le cul à Madame Rosa la ration d'héroïne qu'il se réservait pour le jour où il aurait fini sa désintoxication. J'ai tout de suite vu qu'il se passait quelque chose contre nature, car je n'avais encore jamais vu la juive aussi enchantée. Elle a eu d'abord un immense étonnement, et puis elle a été prise de bonheur. J'ai même eu peur, car je croyais qu'elle n'allait pas revenir tellement elle était au ciel. Moi, l'héroïne, je crache dessus. Les mômes qui se piquent deviennent tous habitués au bonheur, et ça ne pardonne pas, vu que le bonheur est connu pour ses états de manque. Pour se piquer, il faut vraiment chercher à être heureux. Et il n'y a que les rois des cons qui ont des idées pareilles. Moi, je me suis jamais sucrée. J'ai fumé la Marie, des fois, avec des copains pour être poli. Et pourtant, à 10 ans, c'est l'âge où les grands vous apprennent des tas de choses. Mais je ne tiens pas tellement à être heureux. Je préfère encore la vie. Le bonheur, c'est une belle ordure et une peau de vache. Et il faut lui apprendre à vivre. On n'est pas du même bord, lui et moi. J'ai rien à en foutre. J'ai encore jamais fait de politique parce que ça profite toujours à quelqu'un. Mais le bonheur, il devrait y avoir des lois pour l'empêcher de faire le salaud. Je dis seulement comme je le pense et peut-être ai-je tort. Mais c'est pas moi qui irai me piquer pour être heureux. Merde, je ne vais pas vous parler du bonheur parce que je ne veux pas faire une crise de violence. Mais M. Hamil dit que j'ai des dispositions pour l'inexprimable. Il dit que l'inexprimable, c'est là qu'il faut chercher et que c'est là que ça se trouve. La meilleure façon de se procurer de la merde, et c'est ce que le maout faisait, c'est de dire qu'on ne s'est jamais piqué. Et alors, les mecs vous font tout de suite une picouse gratis. Parce que personne ne veut se sentir seul dans le malheur. Le nombre des mecs qui ont voulu me faire ma première picouse, c'est pas croyable. Mais je ne suis pas là pour aider les autres à vivre. J'ai déjà assez avec Madame Rosa. Le bonheur, je ne vais pas me lancer là-dedans avant d'avoir tout essayé pour m'en sortir. Bon, ben. La font de la vigne de notre poète nord-català, Josep Sebastià Pons. No en sé de més humil, és una font del pla, un ull d'aigua, una font del gra batall nascuda. El vianant no l'heu gaire murmurejar, perquè no escampa el raig per fer la benvinguda. Se'n diu una font sorda, amiga del secret, no té una inscripció fent esment d'una anyada. Li fa vores un vern en son capçal retret.
Pel delit dels ocells, ella viu retirada. Quan més recrema el sol, tant més ne fa profit. De genolls, la bramaire, en el seu vas, rabeja el caire gotejant, que lligat amb delit, tot entorn d'una verga a son cap voleteja. La remor s'hi refresca en un bany protejat i sembla de cristall la blanqueta fermissa. La libèl·lula verda hi reposa a son grat la meravella d'una vida escoladissa. Silenciosament oferta al vinyater, sense borbolls, deslliura una bondat de veta. El seu mirall oneja amb un pur vaivé i, per tastar-ne el glob, hi cal veure a maneta. En français, c'est la source de la vigne. Et le poète nous dit, je n'en connais pas de plus humble. C'est une source du plat, une source sortie de terre. Le promeneur ne l'entend même pas murmurer. C'est une fontaine sourde, amie du secret. La Ramon s'y rafraîchit dans un bain argenté. Sans bouillonner, elle coule en abondance. Silencieusement offerte au vigneron, qui, pour en goûter une gorgée, boit avec sa main à manette. Ah, c'est Baudelaire. Oui, Je pourrais faire Baudelaire d'abord. d'abord, ouais, si tu veux bien. Ok. À qui? À qui? Vas-y. Je vais vous lire le texte de Baudelaire, Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau qui brise vos épaules et vous entraîne vers la terre. Il faut être ivre, sans trêve. Mais de quoi? De miel, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'horloge, à tout ce qui vit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de vous enivrer pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve, de vin, d'amour, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. Perchée sur la colline, Notre-Dame de la Salette dominait la côte rocheuse et regardait la mer. Elle ressemblait à une lanterne posée entre le ciel et les flots et semblait veiller sur le rivage comme un phare sur l'horizon. Face à la Méditerranée, immensément calme et bleue, tournant le dos aux contreforts escarpés des Albers, elle conférait au site toute sa religiosité et invitait le pèlerin à la méditation. Le paysage était splendide, une beauté à couper le souffle. Certes, le chemin avait été long et rude, mais le voyage vers la dévotion ne pouvait se dérouler autrement que dans l'épreuve. Une grâce se méritait. Angèle et Louis s'approchèrent de la petite chapelle blanche et restèrent contemplatifs. En cette heure divine, tout respirait la paix infinie, la sérénité absolue. Il était difficile de croire à un conflit armé. Ici,
l'expression déclaration de guerre n'avait pas de sens. Et pourtant, en ce samedi 2 septembre 1939, on avait décrété l'ordre de mobilisation générale. Les troupes d'Hitler étaient entrées en Pologne, entraînant le déclenchement des hostilités. Sans se concerter, la mère et le fils pensaient au drame qui se préparait. Louis intervint le premier. « Maman, tonton Émile, il va partir ?» Angèle hocha tristement la tête. « Probablement. » Et Joseph ? « Non, il est encore trop jeune. » Il mordillait sa lèvre, tordait sa bouche nerveusement, son cœur battait follement. « J'ai peur, avoua-t-il. »« Moi aussi, j'ai peur, » confia Angèle, « très peur. » Il vit ses prunelles s'humecter. « Tu es triste à cause de l'oncle Émile ?» Elle ne répondit pas, continua de fixer la grande étendue au reflet d'azur. On eût dit qu'elle essayait de puiser dans l'éternité un infime réconfort. « Tu l'aimes » demanda-t-il d'une manière abrupte. « Louise !» Elle fronça les sourcils, contrariée. « Lui, il t'aime, moi je le sais. »« Comment peux-tu dire ça ?» s'offusqua-t-elle. Il rougit un peu. « Ça se voit. Quand il te regarde, il a les yeux qui brillent. Et quand il parle de toi, sa voix devient douce. Et puis, avec Tata Rose, ils ne s'entendent pas toujours bien. Ils se disputent parfois. » « Voyons, » se défendit Angèle, bouleversée par les révélations de son fils. « Émile est de la famille. Je le considère comme un frère. » Retranché dans ses préoccupations, il ne l'écoutait pas. Soudain, ses sanglots déchirèrent le silence. « Moi aussi, je l'aime, l'oncle Émile. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Je ne veux pas qu'il meure à la guerre. » D'une main tremblante, elle essuya les grosses larmes qui roulaient sur ses joues. Elle retenait sa respiration pour éviter de trop pleurer. « Viens, » balbutia-t-elle en l'entraînant vers le sanctuaire. « Nous allons prier pour lui. » Je vais vous raconter la chanson baltique écrite par Renaud. Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire, que je m'accroupisse devant l'autel immaculé. Peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées, où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique, que celui d'un chien pour son maître. Alors, ils m'ont privé des cantiques. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenue en laisse par un fidèle allergique au lieu de prière. Des gens parlent à côté de moi. Tu en as de la chance, toi, au moins. La souffrance ne t'atteint pas. L'émotion, c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans un cœur de chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour, pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé. En échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain, je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain, que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. On va se gaufrer. Alors, C'est pas très tendre, ça. non, c'est mieux. Meilleur avec un peu de tendresse. La tendresse, c'est quand on est comme ça, petit,
tout briser devant l'autre et que dans son regard, on découvre qu'on existe. La tendresse, c'est quand on partage tout et que la communion ne prend rien de ce jardin secret qui jamais à l'autre n'appartient. La tendresse, c'est quand on pleure les larmes de l'autre et que sur son visage, elles sèchent d'un sourire. La tendresse, c'est quand on se met à genoux devant la liberté de l'autre et que là où s'élargit la blessure, brusquement grandit l'amour. Le 8 mars, c'était la journée de la femme. À cette occasion, j'ai assisté à une représentation théâtrale à Sainte-Féliu d'Aval. Il y avait donc des sketchs, des monologues, des chansons, et parmi tout ça, il y a un texte qui m'a interpellé. Et je vais donc partager avec vous aujourd'hui ce moment de lecture. Auparavant, je vais quand même remettre dans le contexte la situation de la femme épouse il y a 70 ans. Donc dans les années 50, donc avant de vous lire la suite, le seul rôle de la femme était de laisser à la femme celui d'être mère et de ménagère. Voilà, attendez parce que comme j'ai les lunettes, voilà ses seuls droits, voilà l'étendue de ses devoirs, faire plaisir à son mari en étant une bonne femme au foyer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que rappelle l'article publié en mai 1955 dans un magazine destiné aux femmes. Le titre donne déjà le ton, le guide pour être une bonne épouse. S'ensuit une liste que je vais vous lire ensuite, à suivre pour être la femme parfaite, sachant que le point fort de sa journée, c'est le moment où le chef de famille rentre du travail. Donc voilà ses points forts. Il y en a à peu près une 17-18. Premier. Prévoyez votre dîner du lendemain la veille, afin de pouvoir le servir chaud à votre mari dès qu'il arrive. C'est lui montrer que vous pensez à lui et que vous vous souciez de ses besoins. 2. Les hommes ont faim quand ils rentrent à la maison. Un bon repas est donc nécessaire pour un accueil chaleureux et agréable. 3. Environ 15 minutes avant que votre mari rentre, prenez une courte pause pour vous préparer. Retouchez votre maquillage, remettez vos cheveux en ordre et refaites-vous une beauté. Il a vu tant de gens fatigués par le travail toute la journée, alors soyez impeccable. 4. Soyez intéressante et encourageante pour lui. Sa journée est pleine de travail ennuyeux, dont l'un de vos devoirs est de le distraire. 5. Juste avant qu'il arrive, passez un coup de balai pour éliminer le bazar et dépoussiérer la maison. 6. En hiver, préparez et allumez un feu pour son retour, afin qu'il puisse se détendre près de la cheminée. Il aura le sentiment de baigner dans l'ordre et la paix. S'occuper du bien-être de votre mari vous donnera un important sentiment de satisfaction personnelle. 7. Préparez les enfants afin que leurs cheveux soient peignés et leur visage propre. 8. Les enfants sont des trésors et c'est ainsi qu'ils doivent se conduire. Minimisez le bruit quand votre mari arrive en les encourageant à se taire. Il ne doit pas y avoir non plus de bruit d'aspirateur, de machine à laver ou autre appareil électroménager. 9. Accueillez-le toujours de manière joyeuse et positive. Adressez-lui un sourire chaleureux et exprimez sincèrement votre désir de lui faire plaisir. 10. Peu importe ce que vous avez besoin de parler avec votre mari et combien ça vous importe, le moment de son arrivée à la maison n'est pas le bon moment pour le faire. Ces sujets de conversation sont plus importants, donc laissez-le parler en premier. 11.
Les soirées sont des moments privilégiés. Ne vous plaignez pas s'il rentre tard, ou s'il sort dîner, ou autre chose, sans vous. Vous devez essayer de comprendre que son monde est plein de contraintes et de stress et qu'il doit pouvoir se relaxer. 12. L'objectif d'une bonne épouse est de faire de son foyer un endroit où règne le calme et la tranquillité, afin que son mari puisse s'y ressourcer. 13. Ne l'accueillez jamais en lui parlant de vos problèmes ou en vous plaignant. 14. Son confort est votre priorité. Installez-le dans un fauteuil confortable et servez-lui des boissons chaudes ou froides. 15. Tapotez ses oreillers, enlevez ses chaussures, parlez-lui d'une voix douce et basse. 16. Ne remettez pas en question ses jugements ou ses actions. Souvenez-vous, c'est le maître de la maison et il peut exercer sa volonté comme il le souhaite. Vous n'avez aucun droit de discuter cela. Et je terminerai, parce qu'il y en a plein d'autres, une bonne épouse sait rester à sa place. Il y a des tomates. Rumeur d'octobre. Si le vent froid s'approprie la campagne, le doux été nous abandonne déjà. La brume au couchant signale l'heure et son aspect s'effiloche au vent. Les moineaux, pressentant l'ombre qui vient, se rassemblent dans l'abri du cyprès, comme les pèlerins qui, lorsque sonne l'Ave Maria, sont accueillis dans l'auberge protectrice. Autant irrévocable et perdu. Plus sévère chaque année l'automne. Pendant que les petits oiseaux chantent un bon moment, la douce lumière du jour nous abandonne. Si dal camp s'apodera el vent geliu, ja ens abandona el dolç estiu. La broma, a sol ponent, senyala l'hora i s'afigura el vent s'esvora. Els pardals, pressentint l'ombra que ve, s'apleguen dins les cambres del xiprer, com peregrins que al toc d'Ave Maria acull alguna franca albergueria. O temps irrevocable i perdedor, cada any és més severa la tardor. Mentre els ocellets canten bona estona, la dolça llum del dia ens abandona. En 2 fois, d'accord. Voilà. Ouais, j'aimerais partager avec vous ce texte de Laurence Tardieu. C'est un coup de cœur, mais c'est un vieux coup de cœur, parce que le roman est sorti en 2006. Et donc, Laurence Tardieu, c'est une fille qui écrit des romans, qui est marseillaise, qui a une 50aine d'années. Elle travaille beaucoup, enfin, elle parle beaucoup des relations intrafamiliales, que ce soit filiales, conjugales, etc. Et Puisque rien ne dure, c'est l'histoire d'un couple qui ne va pas survivre, alors qu'ils s'aiment, qui ne va pas survivre à la disparition d'un enfant. Voilà, leur fille qui ne reviendra jamais de l'école. Et donc, ils n'ont pas pu survivre à ça, ils n'ont pas pu faire leur deuil, etc. Et alors, le premier extrait, c'est lui. Et après, je lirai un deuxième extrait. C'est le journal qu'elle a tenu au moment de la disparition de Clara. Voilà. Donc, c'est le début du roman. Je meurs. Voilà ce qu'elle m'écrit. Vincent, je meurs. Viens me voir. Viens me revoir une dernière fois. Que je te vois, que je te touche, que je t'entende. Viens me revoir, Vincent. Je meurs. Et au bas de la feuille, en tout petit, presque illisible, son prénom, Geneviève, tracé lui aussi au crayon à papier, comme le reste de la lettre, de la même écriture tremblante, défaillante. Si ce n'avait pas été ces mots-là, on aurait pu croire à l'écriture d'un enfant. On aurait pu sourire, froisser la feuille, la jeter à la poubelle et l'oublier.
Mais non, ce n'est pas un enfant, c'est Geneviève qui meurt. Je pensais que nous ne nous reverrions jamais. Ce que nous avions traversé ressemblait à une chute lente et silencieuse, comme dans ces rêves d'enfants, qui des années après continuent de nous poursuivre. Amarrés l'un à l'autre, nous n'en finissions pas de tomber. Il a fallu que nous nous séparions. Il n'y avait pas d'autre issue possible. Pourquoi romps-tu le pacte tacite que nous avions scellé? Ne sais-tu pas que je suis un lâche? Que la mort me terrifie, et le passé aussi? Notre passé, celui auquel je ne veux plus penser, Geneviève. Celui que depuis 15 ans j'ai rayé parce que je ne pouvais pas faire autrement. Comprends-tu? C'était lui ou moi. Or moi je ne voulais pas mourir. J'avais 40 ans, je voulais encore me sentir vivant et éprouver le plaisir, éprouver la joie. Je ne voulais pas que mon corps s'en aille en pourriture, que de moi, Vincent, il ne reste rien, un nom sur une tombe, rien, comme si je n'avais pas vécu. Parce que je n'avais encore rien fait qui puisse me survivre, ou plutôt si. Ce que j'avais fait, ce que nous avions fait, avait disparu. Alors moi, je ne voulais pas disparaître à mon tour. Je voulais m'accrocher, résister, vivre encore, vivre. Pardonne-moi d'arriver seule. Pardonne-moi de n'avoir pas été capable de te la ramener. De ne pas être le père qui, enfin, parce qu'il n'aurait pas cédé au doute, parce qu'il aurait pensé à elle sans relâche, parce qu'il n'aurait pas abandonné les recherches, aurait fini par retrouver sa fille et aurait accouru vers toi, chuchotant « Geneviève, ouvre les yeux. Clara est revenue. Ne t'inquiète plus. Elle est là, auprès de toi, elle éponge son front, elle te tient la main. Tu peux t'en aller maintenant, en paix, en joie. Ton enfant est retrouvé. La vie après toi se poursuivra. Comme vient de l'annoncer Michel, un texte de Nougaro pour vous mettre dans l'ambiance pour demain soir, n'est-ce pas? J'en profite pour faire un peu de pub. Donc, c'est donc un texte de Nougaro, mais que nous ne chanterons pas demain. Il faut tourner la page. C'est pas moi. Donc, il faut tourner la page. Changer de paysage, le pied sur une berge vierge. Il faut tourner la page. Toucher l'autre rivage, littoral inconnu, nu. Et là, enlacer l'arbre, la colonne de marbre qui fuse dans le ciel, tel. Que tu quittes la terre vers un point solitaire constellé de pluriel. Il faut tourner la page. Redevenir tout simple, comme ces âmes saintes qui disent dans leurs yeux mieux que toutes les facondes, des redresseurs du monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des charges. Oh yeah! Là, je fais un peu du Nougaro quand même. Il faut faire silence. Traverser d'une lance qui fait saigner un sang blanc. Il faut tourner la page, aborder le rivage, où rien ne fut semblant. Saluer le mystère, sourire, et puis se taire. Elle est arrivée, elle n'est pas bien, donc il va l'accompagner jusqu'à la fin. Et elle dort beaucoup, et elle va lui confier le journal intime qu'elle a écrit 15 ans avant, au moment de la disparition de Clara. Et donc, en fait, dans le bouquin, on lit ce qu'il est en train de lire. C'est lui qui découvre le journal intime. Alors, je vais lire 2 dates qui sont assez... voilà. Alors... 10 février. Il n'y a rien. Toujours rien. Pas même un coup de fil des policiers pour nous dire qu'ils continuent à chercher, à y croire, qu'ils ne baissent pas les bras. 5 jours qu'ils n'ont pas appelé. Mais que font-ils à nous laisser sans nouvelles? Comment ne se rendent-ils pas compte que nous sommes en train de devenir fous? Vincent s'est enfermé dans un mutisme total. Il ne m'adresse plus une parole.
Son regard n'exprime que la colère. Je voudrais aller vers lui et lui dire quelque chose de doux, mais je ne peux pas. Je voudrais pouvoir crier, mais moi aussi je reste silencieuse, abasourdie par ce silence autour de moi qui annonce le vide, le néant, qui annonce le vide de Clara pour toujours. Au fond de moi, je le sais, je le sens. On ne la retrouvera pas. Il est trop tard. C'est le 19e jour aujourd'hui. On ne la retrouvera pas. 27 avril. C'est lui qui est venu vers moi. Je m'étais levée tôt ce matin. À 7 heures, j'étais entrée dans la chambre de Clara. Au cours de la nuit, j'avais décidé de commencer à trier ses vêtements et ses jouets, à les ranger dans des cartons et des boîtes. Il est entré sans bruit. Je crois que c'est la première fois depuis la disparition de Clara qu'il pénétrait dans sa chambre. Il restait un moment à me regarder faire, en silence. J'étais accroupie devant l'armoire en bois. Je sentais sa présence dans mon dos, mais j'ai continué à trier les robes et les jupes de Clara sans me retourner. Je crois qu'au fond, je voulais qu'il parle, que ce soit lui qui attaque, qui prononce les mots de la fin. J'étais étrangement calme. La robe jaune paille de Clara, qu'elle a tant portée cette année, m'a glissé des mains. Je me suis penchée pour la ramasser. C'est alors que j'ai entendu sa voix, sourde. « Je vais m'en aller, Geneviève. Je ne peux plus rester ici. Je te laisse tout. » Il parlait lentement, avec effort, comme un homme ivre, abruti par l'alcool. Je me suis redressée. Il ne me regardait pas. D'une main, il effleurait un portrait de Clara accroché au mur, tout en parcourant la chambre du regard. De nouveau, sa maigreur m'a frappée. Comment la vie peut-elle basculer à ce point? Qui peut être assez fort pour ne pas tomber? Avoir tout, être heureux, se sentir aimé, entouré, et le jour d'après, tout perdre. Et dès lors, entrer dans la solitude, se voir s'éloigner de ce qu'on aime, sans pouvoir rien faire pour l'empêcher, devenir seul au monde, seul à soi. Oui, l'expression du regard de Vincent était égarée, comme s'il s'était absenté de lui-même, comme s'il se retrouvait là dans la chambre de sa fille à quelques pas de moi par inadvertance ou par erreur, comme si soudain il ne s'agissait plus de sa vie, mais de celle d'un autre, qu'il se serait contenté de représenter. Je suis restée accroupie, j'ai essayé de trouver les mots justes, juste pour lui, juste pour nous, pour qu'aucune violence, aucun mal ne soit ajouté à notre désastre. Mais rien n'est venu, ni mot, ni pensée, ni sensation. J'étais vide soudain, calme et vide. Je me suis entendue dire « Je ne resterai pas dans cette maison. Je vais partir à la campagne. Je veux du silence. C'est moi qui te laisse tout. Je n'ai besoin de rien. » Je me suis levée. Il me regardait, immobile encore. J'ai cru qu'il ne m'avait pas entendue tant l'expression de son regard était restée inchangée. Mais sa voix a résonné. « Oui, je comprends. C'est sans doute mieux ainsi, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre possibilité. » Ce matin, lui et moi savions que tout finissait. Le titre, c'est Mamie, il faut rester jeune. Je suis vive, je cours, je danse, je suis en vie, je bouge vite. Je suis libre, je crois. Je m'étudie en prison. Je ris, je vais, je parle, c'est ça vivre, je crois. Je cours parce que j'ai peur, je fuis ailleurs. Je ris de moi, de vous, de tout. J'ai le droit, je suis libre, je suis libre. Enfin, je crois. Mais je suis fatiguée. J'aimerais les gestes lents. Autrefois, j'aimais le silence. Autrefois, mais je vais, je cours, j'avance. Une force qui va, je crois, je crains, je crie, je prie, j'écris. Tu ris, tu dis que personne n'entend. C'est le temps, le printemps. J'ai du temps qui court, la nuit, le jour. Et toi, si tu ne cours,
Tu meurs, tu ne vis plus, tu as perdu, déchu, fichu. Je m'assieds doucement sous mon vieil amandier. Je ne regarde rien que le ciel qui s'étend d'un geste lent, et j'attends délicieusement. Mon bel avril, te revoilà, je te guettais, si impatiente. Oh, combien longue fut l'attente, l'hiver ne s'en finissait pas. Tu m'as manqué cruellement, de te revoir mon cœur palpite, et dans ma joie j'oublie trop vite de ton humeur les changements. Le temps dépend de ta faveur, je dois encore m'y résoudre. Il se peut bien que tu saupoudres de neige les premières fleurs. Mais seul m'importe ton retour, mon bel avril, mon doux complice, puisqu'en dépit de tes caprices, tu me ramènes les beaux jours. C'est l'entrée en matière du livre Paris une vie. Attends, on va approcher. Tu veux que j'approche le livre? Je ne sais pas depuis combien de temps cette nuit m'attendait. Je suis sortie de la gare Montparnasse, tout semblait normal. Les gens allaient, venaient, se croisaient avec indifférence. La ville était encore bruyante et peuplée. J'étais heureux de retrouver Paris. La lumière de juillet était douce. Le soleil venait de passer sous la ligne des toits et embrasait le haut des immeubles d'une dernière lueur chaude et rasante. J'ai laissé toute cette vie m'envahir et j'ai avancé. Je pensais encore à cet instant pouvoir me fondre dans la foule. C'est sur le parvis que j'ai entendu sa voix. Instinctivement, mon corps s'est raidi. J'ai senti que c'était à moi qu'il s'adressait. J'ai relevé la tête. Un homme était là, à une dizaine de mètres, et ne me quittait pas des yeux. J'ai accéléré le pas, pressé d'échapper à son regard. Je ne sais pas s'il attendait depuis longtemps la personne à laquelle il avait envie de destiner sa question, ou s'il la posait à chacun de ceux qui passaient, mais il était là, torse nu, avec une veste en cuir, sale, dont il avait remonté les manches, pieds nus, la démarche traînante, le visage maigre. Il me regardait, avec sa barbe en broussailles, ses cheveux longs, et sa voix répétait « Qui es-tu, toi ? Qui es-tu » Il marchait étrangement, faisant des pas de côté avec nervosité. Le parvis de la gare s'est effacé en un instant. C'était comme s'il n'y avait plus que moi sous son regard. « Qui es-tu ? Tu le sais, ça ?» La question, c'est elle, je pense, qui m'a empêché de poursuivre mon chemin. Je me suis figée. Je l'ai laissé s'approcher sans savoir ce qu'il adviendrait. Je crois que je l'ai reconnu. Au fond, c'est peut-être cela. Cet homme, dépenaillé, hirsute, qui n'était pas agressif mais pressant, qui a levé la main au ciel. Cet homme que je n'avais jamais vu, j'ai été tout à coup sûre de le reconnaître. Et vous tous qui marchez, là, sans vous arrêter. Il continuait, élargissait sa question, et c'était comme s'il desserrait son étreinte, puisqu'il m'incluait dans un cercle plus large. Qui vous regarde ? Qui vous donne un nom ? Il parlait fort maintenant, tournait la tête à la cantonade, en essayant d'accrocher quelques regards. Vous n'avez pas de nom. Qui êtes-vous ? Je ne savais pas à cet instant ce qui allait me permettre de rompre ce face-à-face. Il n'était plus très loin, se rapprochait encore. Nous étions si proches l'un de l'autre qu'il pouvait me toucher du bout des doigts, s'il le voulait. Mais c'est alors qu'il s'est produit le plus singulier. Il a fait encore un pas, puis deux, et il m'a traversé. Je veux dire qu'il m'a frôlé, épaule contre épaule, et a poursuivi son chemin comme si je m'étais trompée, comme si pendant tout ce temps, il avait regardé un autre homme, juste derrière moi. Qui es-tu, toi ? Il me tourne le dos maintenant, et me laisse retourner à ma vie. Je retrouve le parvis de la gare autour de moi, les hommes et les femmes qui vont et viennent, indifférents à ce que je viens de vivre. Et pourtant, je ne peux plus bouger. Qui es-tu, toi ? Je n'arrive pas à me débarrasser de sa question. Je reprends lentement ma marche, mais c'est comme s'il continuait de me la poser.
Et pourtant il est parti. Cela n'a duré que quelques secondes. Nous n'avons été que deux hommes qui se croisent dans une ville immense. Deux hommes au milieu de centaines de milliers de vies qui vont, viennent, s'agitent, parlent, rient, souffrent, espèrent. Il est parti en me donnant probablement la seule chose qu'il possédait, sa question. Et je réalise que jamais personne ne me l'avait posée, que jamais donc je n'ai eu à y répondre. Et c'est probablement ce qui m'a fait supposer que la réponse était évidente, qu'il suffisait d'énoncer son âge ou sa profession, d'avancer que l'on est marié ou pas, père ou pas, tous ces attributs qui nous définissent. Alors que maintenant, soudain, en essayant de convoquer quelque chose en mon esprit, je prends conscience que je ne trouve rien, ou plutôt trop, bien trop de choses, de souvenirs, de définitions possibles, superposables, et je me dis alors que la vie a passé. Oui, j'ai vécu, tant vécu déjà. Et je sais que cet homme était un dieu des carrefours, né de mes voyages. La jeunesse est là, aux terrasses des cafés du boulevard Edgar Quinet. Je la vois. Elle a envie de vivre, plus vite, plus fort, de faire résonner l'instant avec fracas. Et je ne suis plus tout à fait avec eux. Ils sont si nombreux, tous ces jeunes gens. J'ai longtemps été l'un d'eux. Et j'aimais moi aussi me glisser dans les longues nuits de Paris. Soirées de vin, de bière, de rire, soirée d'irrévérence et de promesses que l'on se fait à soi et aux autres, de toujours garder grand appétit du monde. J'ai eu, moi aussi, cet âge-là, et nous allons dévorer ces années en nous léchant les doigts pour ne rien en perdre. Je les regarde, rien n'a changé. Les mains se frôlent, les cigarettes se fument, il y a des rires un peu forcés, des éclats de voix, des œillades plus discrètes. Dans tout Paris, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes gens discutent, trinquent, font joyeusement du bruit. Tant de vies sont là sous mes yeux, tant d'existences. Je les contemple, mais je suis déjà ailleurs. Et eux ne me voient plus. Peut-être est-il temps de m'éloigner et de tout saluer pour la dernière fois. Bien, merci. Ça va? Tu vois ton texte? Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades de sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous m'ont donné. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Nos corps inclinent déjà la tête, étonnés d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider et nos amours qui ont mal aux dents. Et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres. Ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer. Nougaro demain soir, j'avais fait un choix il y a déjà très très longtemps sur une chanson qu'il avait composée Armstrong sur la musique du grand homme de jazz. Alors je ne vais pas
ou plutôt pour faire plaisir à Madame Fédaveille, pour ne pas la nommer, je vais chanter ou essayer de chanter ce texte. Donc, je demande votre soutien. Et puis, la clap, si vous pouvez, ça sera peut-être plus sympa. Mais alors, tu nous distribues ta chemise à la fin. Ça va pas là? Si, tout va bien. C'est bon hein? Vas-y, Christian. Voilà. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut, les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la voix, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis, oh oui, chante, 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 ça tient chaud. J'ai froid, oh moi, qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge sans prévenir repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que les os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia, au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants, comme deux gouttes d'eau, comme deux gouttes d'eau. Oh yeah! J'ai composé ce texte après le décès de mon épouse, et il est en français, catalan, espagnol, tout mélangé. Puis après, une amie me l'a tout réécrit en catalan. Comme je ne suis pas spécialiste en catalan, l'ami m'a dit qu'il me le lira. T'estimo en bogeria, je t'aime à la folie. T'estimo per tota la vida. Aquí i allà, on siguis, no m'oblidis. Espera-me, t'estimo per tota la vida. Aquí i allà, t'estimo amb bogeria. Il n'existe de plus sincère aventure que de goûter la vie comme d'une nourriture, comme un alcool qui à la fois brûle et apaise. De la pleurer tel un deuil, de l'aimer telle une genèse. Nul homme n'a franchi le glacier de la vie sans pleurs. Tous ont été éblouis par ces plus froides couleurs. Assurément, l'ascension est longue et périlleuse, et la progression des plus fastidieuses. Il n'est de plus certains obstacles que le suivant, de plus inéluctable écueil que celui qui nous attend. Mais ô combien fades seraient nos jouissances si la vie n'était qu'éternelle danse. Que serait la plage sans mer, le jour sans la nuit? Qui savourerait la joie sans avoir jamais goûté l'ennui? Le sage vous dira que jamais ne cesseront les orages. Alors dansons sous ces éprouvants éclairages,
Attendons nos douleurs, elles ne sauraient tarder. Mais sachons que inlassablement à l'hiver succède l'été. Aimons ce frêle instant, cette extase fugitive. L'homme est trop indécis et la mort trop hâtive. Voyez, notre chemin sillonne l'école, plaines et vallées, les paysages enchanteurs aux abruptes pentes gelées. Jamais, jamais il ne cessera de nous enseigner que le bonheur, c'est de marcher là où nous avons saigné. Au départ, je l'ai composé ainsi. Alors, excuse-moi pour la prononciation. Hein. Testimi à la folie. Testimi, per tutta la vida. Ici et là-bas, où que tu sois, ne m'oublie pas. Excuse-moi. Attends-moi. Te quiero para toda la vida. Je t'aime pour toute la vie. Ici et là-bas. Destiné à la folie. Bravo.